J'ai disparu après son aventure. Je suis revenu quand elle m'a retrouvé. J'ai trouvé son téléphone secret avec 18 mois de messages échangés avec son professeur de tennis. Après 29 ans de mariage, je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas éclaté de rage. J'ai simplement disparu. Pas d'adieu, pas de mots, juste parti. Pendant des mois, j'ai construit une nouvelle vie où elle ne pourrait pas me trouver. Puis une enveloppe est arrivée avec son écriture. Elle m'avait retrouvé. Maintenant, j'avais un choix à faire. Je m'appelle Warren Harris. J'ai 52 ans et jusqu'à l'année dernière, j'étais consultant financier chez Henderson & Blake à Chicago. Nous aidons des clients fortunés à faire fructifier leurs actifs, à naviguer dans les lois fiscales et à planifier leur retraite. Pendant 27 ans, j'ai bâti une carrière en étant celui qui voyait les catastrophes potentielles avant qu'elles ne se produisent. Ironique, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu voir la catastrophe se dérouler dans ma propre maison. Jennifer et moi nous sommes mariés jeunes, tous deux à 23 ans et pleins de rêves. Notre fille Emma est arrivée 2 ans plus tard. Nous avons construit ce que je pensais être la vie parfaite. La maison de style Tudor à Oak Park, les vacances d'été dans le Maine, l'obtention du diplôme d'Emma à Northwestern. Je travaillais de longues heures, mais tout était pour nous, pour notre avenir. Du moins, c'est ce que je me disais. Le problème a commencé autour de notre 25e anniversaire. Je venais de décrocher le compte Bishop, une famille d'une valeur de plus de 50 millions de dollars qui avait besoin d'une restructuration complète de son portefeuille. Pendant 3 mois, j'ai pratiquement vécu au bureau. Lorsque j'ai manqué le dîner d'anniversaire des 27 ans d'Emma à cause d'une urgence client de dernière minute, Jennifer n'a même pas semblé en colère. Elle m'a juste regardé avec cette expression vide et a dit « Je n'attendais rien de moins ». J'ai essayé de me racheter auprès d'elle. Un week-end surprise à New York pour Jennifer, une montre chère pour Emma. Mais les cadeaux ne sont pas pareils que les attentions, et au fond, je le savais. Pourtant, je continuais de me dire que je ferais plus de temps pour la famille après la fin du projet Bishop, puis après la promotion chez Henderson, puis après la saison des impôts. Pendant ce temps, Jennifer a rejoint un club de lecture, s'est mise au tennis, a commencé à faire du bénévolat au musée d'art. De bonnes choses, des choses saines. J'étais heureux qu'elle ait des intérêts en dehors de notre mariage. Je n'ai jamais pensé à lui demander pourquoi elle avait soudainement besoin de tant d'activités loin de la maison. En avril dernier, je suis rentré tôt pour une fois. J'avais conclu un gros contrat et je voulais surprendre Jennifer avec des réservations de dîner chez Alinea, ce restaurant 3 étoiles Michelin dont elle parlait depuis des années. La maison était vide, mais sa voiture était dans le garage. J'ai appelé son nom, vérifié le jardin, puis notre chambre. La porte de son placard était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, sur l'étagère où elle gardait ses foulards d'hiver, j'ai aperçu un téléphone que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas verrouillé. Les messages textes remontaient à 18 mois. Son nom était Richard. C'était son professeur de tennis. Le dernier message avait été envoyé ce matin-là. J'ai hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. La nuit dernière était incroyable. Je suis resté là, fixant ce petit écran, me sentant comme si j'avais été abattu. 29 ans de mariage, 29 ans de ce que je pensais être la construction de quelque chose d'incassable. Et à ce moment-là, tout ce que je pensais savoir de ma vie s'est brisé comme du verre. Je n'ai pas confronté Jennifer immédiatement. Quelque chose en moi s'est simplement éteint. J'ai glissé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, suis descendu et me suis assis dans ma voiture dans le garage pendant près d'1 heure. Quand elle est finalement rentrée, portant des sacs de courses et fredonnant, j'ai aidé à déballer comme si de rien n'était. « Tu es rentré tôt », a dit Jennifer, la surprise évidente dans sa voix. J'ai conclu l'affaire Wilkerson en avance sur le calendrier, ai-je répondu, gardant ma voix stable en plaçant des conserves dans le garde-manger. C'est génial. Elle a répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je prépare du saumon pour le dîner. Nous avons mangé l'un en face de l'autre sur notre îlot de cuisine, de la même manière que nous l'avions fait des milliers de fois auparavant. Elle a parlé de sa journée au musée, mentionnant une nouvelle exposition à venir en juin. J'ai hoché la tête, posé les questions appropriées, tout en me demandant si elle avait été avec lui avant de rentrer à la maison. Après le dîner, je lui ai dit que j'avais besoin de faire un tour pour me vider la tête à propos d'un problème de travail. Elle a à peine levé les yeux en chargeant le lave-vaisselle. Ne rentre pas trop tard, a dit Jennifer avec désinvolture,
comme si elle se souciait de mon emploi du temps. J'ai conduit sans but dans notre quartier, devant l'école primaire où Emma jouait autrefois au football, devant le parc où je lui avais appris à faire du vélo. 29 ans de souvenirs à chaque coin de rue. J'ai fini au lac Michigan, regardant les vagues s'écraser contre le rivage dans l'obscurité. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jennifer me demandant quand je serais à la maison. L'ironie ne m'a pas échappé. C'est là que ça m'a frappé, clair comme les étoiles au-dessus du lac. Je devais disparaître. Pas de façon dramatique, pas de façon vengeresse, juste partir. Je ne pouvais pas supporter d'entendre ses excuses ou de la voir pleurer des larmes de crocodile. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'une thérapie de couple où nous prétendrions que c'était quelque chose que nous pouvions réparer. J'ai disparu après son aventure. Je n'avais jamais prévu de revenir jusqu'à ce qu'elle me retrouve des mois plus tard. Mais cette nuit-là, assis dans ma voiture avec le lac s'étendant devant moi, je n'avais aucune idée qu'elle me retrouverait un jour. Je n'étais même pas sûr de vouloir être retrouvé. Je me suis rendu à un distributeur automatique et j'ai retiré $3000, la limite quotidienne maximale. Puis je me suis enregistré dans un motel en bord de route à l'extérieur de la ville, en utilisant de l'argent liquide. La chambre sentait le détergent bon marché et les vieilles cigarettes, mais elle était assez propre. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai appelé Emma. « Papa » a-t-elle répondu, l'air surprise. « Tout va bien ? » Il est assez tard. « Tout va bien, ma chérie » ai-je menti, essayant de garder ma voix normale. « Écoute, je pourrais être injoignable pendant quelques jours. Projet de travail. Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas me joindre. » C'est étrange, a dit Emma, maman vient de m'envoyer un texto pour me demander si j'avais de tes nouvelles. Je l'appellerai, les jeux assurés. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je t'aime aussi, papa, a-t-elle répondu, la confusion évidente dans sa voix. J'ai éteint mon téléphone après ça. Je ne pouvais pas faire face aux appels ou aux messages de Jennifer. Pas encore. Peut-être jamais. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de voir ces messages, de les imaginer ensemble. À l'aube, j'ai pris ma décision. Je ne reviendrai pas. Un homme ne peut supporter qu'une certaine quantité de trahison avant que quelque chose de fondamental ne se brise en lui. Je recommencerai ailleurs, là où elle ne me trouverait pas. J'avais disparu, et à ce moment-là, je n'avais jamais prévu de revenir. Au matin, j'avais un plan. J'avais besoin d'une nouvelle identité, pas légalement, mais pratiquement. Quelque part où Jennifer ne penserait pas à chercher. Je suis retourné à Chicago, me suis garé dans un parking public du centre-ville et me suis rendu à ma banque. J'ai retiré $5000 supplémentaires de notre compte joint et j'ai complètement fermé mon compte personnel, transférant les fonds vers un nouveau compte dans une autre banque. Puis je suis allé à notre coffre-fort et j'ai retiré mon passeport, mon acte de naissance et les pièces d'or que mon père m'avait laissées. Vous allez quelque part de spécial, Monsieur Harris, a demandé le directeur de la banque avec un sourire. Je mets juste mes affaires en ordre, ai-je répondu, forçant un sourire en retour. Ensuite, j'ai rendu visite à mon avocat, Arthur Simmons, un homme en qui j'avais confiance depuis des décennies. Warren, tu as l'air terrible, a dit Arthur en entrant dans son bureau. Que s'est-il passé? Jennifer a eu une liaison, ai-je déclaré platement. Je pars. Le visage d'Arthur s'est effondré. Je suis désolé. L'as-tu confronté? Non, ai-je dit fermement, et je ne le ferai pas. J'ai besoin de ton aide, Arthur. Discrétion totale. J'ai expliqué mon plan de disparaître pendant un certain temps. Arthur a écouté sans jugement, puis a hoché la tête solennellement. Je m'occuperai de tout ici, a promis Arthur. Mais Warren, ta fille. Je contacterai Emma quand je serai installé, les jeux assurés. Elle ne devrait pas être entraînée dans ce désordre. Et Jennifer, a demandé Arthur avec précaution. Ne lui dis rien, ai-je répondu. Si elle veut un divorce, qu'elle dépose les papiers. Je signerai tout ce qui est nécessaire. J'ai laissé à Arthur ma procuration et des instructions pour gérer mes biens. Il a accepté de faire suivre tout courrier critique à une boîte postale que j'avais mise en place. Cet après-midi-là, je me suis enregistré dans un autre hôtel sous un faux nom et j'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai appelé Emma une dernière fois. Papa, maman est morte d'inquiétude, a dit Emma immédiatement. Que se passe-t-il? Je suis au courant pour Richard,
ai-je dit doucement. Le silence a plané entre nous pendant plusieurs secondes. Tu sais, a finalement chuchoté Emma. Depuis combien de temps sais-tu? Je viens de le découvrir hier, ai-je répondu. Tu savais? Depuis environ un mois, a admis Emma, sa voix brisée. Je les ai vus ensemble dans un restaurant. Maman a dit que c'était juste une amitié, mais je ne suis pas stupide. J'ai besoin de temps loin, ai-je expliqué. J'appellerai quand je pourrai. Tu vas bien, a demandé Emma, l'inquiétude évidente dans sa voix. Non, ai-je répondu honnêtement, mais ça ira. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le bord du lit de l'hôtel et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu, un soulagement. La décision était prise. Plus de simulation. Plus d'essais de sauver quelque chose qui était déjà irréparablement brisé. Le lendemain matin, j'ai embarqué dans un bus Greyhound en direction de l'ouest. Alors que l'horizon de Chicago s'estompait au loin, je n'ai pas regardé en arrière. 29 ans de souvenirs sont restés derrière moi alors que j'avançais vers ce qui allait suivre. 3 jours et 4 changements de bus plus tard, je suis arrivé à Portland, en Oregon. Je l'avais choisi au hasard, un endroit que Jennifer et moi n'avions jamais visité avec un climat opposé à celui de Chicago. Le crachin constant correspondait à mon humeur alors que je m'enregistrais dans un modeste hôtel de séjour prolongé. Pendant 2 semaines, j'ai à peine quitté ma chambre, sauf pour les nécessités. J'ai laissé pousser une barbe, quelque chose que Jennifer avait toujours détesté. J'ai acheté des vêtements dans des friperies, des chemises en flanelle et des bottes de travail que mon ancien moi de consultant financier n'aurait jamais portées. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Quand j'ai finalement émergé de mon cocon de chagrin, j'ai commencé à explorer la ville. Un après-midi pluvieux, je me suis aventuré dans le jardin botanique de Portland. La verdure luxuriante et les sentiers tranquilles ont apaisé quelque chose en moi qui avait été irrégulier et brut. C'est la première fois ici, a demandé un monsieur âgé, me voyant étudier un érable japonais. La première fois ici depuis longtemps, ai-je répondu honnêtement. L'homme s'est présenté comme Harold Thornton. Lui et sa femme Eleanor possédaient un vaste domaine à l'extérieur de la ville et cherchaient un jardinier. Connaissez-vous quelque chose aux plantes, a demandé Harold. Seulement qu'elles ne mentent ni ne trichent, ai-je répondu avec plus d'amertume que je ne l'avais voulu. Harold a ri. Assez juste. Avez-vous déjà travaillé avec vos mains? Pas professionnellement, ai-je admis. L'expérience professionnelle est surestimée, a dit Harold. J'ai besoin de quelqu'un qui apprécie la beauté et qui n'a pas peur du travail acharné. Le chalet sur notre propriété est inclus avec le poste. Je ne suis pas un cas de charité, ai-je dit fermement. Bien, parce que je n'offre pas de charité, a rétorqué Harold. J'offre un salaire équitable pour un travail honnête. Réfléchissez-y, il m'a tendu une carte avec une adresse et un numéro de téléphone, puis a continué sa promenade dans le jardin. Cette nuit-là, j'ai appelé le numéro. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans le chalet du jardinier sur le domaine Thornton. Une structure en pierre avec des poutres en bois patiné et des fenêtres qui faisaient face à l'est pour attraper le soleil du matin. Mon expertise financière n'avait rien signifié ici. Mais en apprenant à tailler les roses et à nourrir les jeunes pousses, j'ai trouvé un autre genre de satisfaction. Des résultats immédiats et tangibles pour mon travail. Pas de clients, pas de délai, pas de trahison. Juste de la terre, de la croissance et du temps. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêve. 6 mois se sont écoulés au rythme des saisons. L'été a fait place à l'automne, peignant le domaine Thornton de rouge et d'or flamboyant. J'ai appris le langage des plantes, lesquelles prospéraient à l'ombre, lesquelles avaient besoin d'une attention constante, lesquelles étaient assez robustes pour survivre à la négligence. Parfois, je voyais des parallèles avec les relations humaines sur lesquelles j'essayais de ne pas m'attarder. Harold et Eleanor sont devenus des amis inattendus. Ils respectaient ma vie privée, mais m'incluaient dans des dîners occasionnels où la conversation coulait facilement sur tout, sauf mon passé. Ils n'ont jamais fouillé, et j'ai apprécié cela plus qu'ils ne le savaient. Un matin d'octobre vif, je suis allé en ville pour des provisions. La poste locale était devenue une partie de ma routine. Arthur y transmettait tout ce qui était important à ma boîte postale. Habituellement, elle ne contenait que des relevés financiers ou de brèves mises à jour sur mon ancienne vie. Mais ce jour-là, une épaisse enveloppe couleur crème attendait parmi le courrier habituel. Mon nom était écrit de la main inimitable de Jennifer. Pas d'adresse de retour.
Je l'ai fixé si longtemps que l'employé de la poste m'a demandé si tout allait bien. Bien, ai-je marmonné, glissant l'enveloppe dans la poche de ma veste sans l'ouvrir. J'ai fait mes courses machinalement, l'enveloppe brûlant contre ma poitrine comme une braise ardente. De retour au chalet, je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis allé travailler au jardin, taillant agressivement les roses comme si je pouvais couper mes pensées aussi facilement. Au coucher du soleil, j'étais épuisé mais plus calme. J'ai pris une douche, préparé un dîner simple et versé un verre de whisky. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de 10 pages écrite de la main de Jennifer. La première ligne m'a figé. Je t'ai retrouvé, Warren, après des mois de recherche. Elle avait engagé un détective privé qui m'avait traqué grâce à mon nouveau compte bancaire. Jennifer a détaillé son choc de ma disparition, sa confusion quand Arthur a refusé de révéler où j'étais, sa réalisation éventuelle que j'avais dû découvrir son aventure avec Richard. Ce que tu ne sais pas, a-t-elle écrit, c'est que ça s'est terminé il y a des mois. Ce n'était jamais rien de réel, juste une tentative pathétique de ressentir à nouveau quelque chose. J'ai bu une longue gorgée de whisky, ma main ferme malgré le tumulte intérieur. Elle a écrit comment Emma l'avait finalement confrontée, comment sa fille ne lui avait pas parlé pendant des semaines après, comment ses amis avaient progressivement cessé de l'inviter, comment la grande maison ressemblait à un mausolée de son ancienne vie. Le dernier paragraphe m'a le plus frappé. Je n'attends pas le pardon, Warren. Je n'attends même pas de réponse, mais j'ai besoin de te voir une dernière fois, pour te dire au revoir correctement, pour te dire ces choses face à face. Je serai à l'hôtel Riverside à Portland mardi prochain, chambre 412. Si tu ne viens pas, je comprendrai et tu n'entendras plus jamais parler de moi. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans son enveloppe. Puis je suis sorti et je me suis tenu sous les étoiles, respirant profondément l'air frais de la nuit. Elle m'avait retrouvé. Après tous ces mois de silence et de reconstruction, Jennifer m'avait retrouvé. La question n'était pas de savoir si j'irais. La question était, quel genre d'homme serais-je quand je la ferais face? Je n'ai pas parlé de la lettre de Jennifer à Harold et Eleanor, mais Eleanor, avec sa perception étrange, a senti que quelque chose avait changé. Les hortensias ont l'air négligées, a-t-elle fait remarquer avec désinvolture alors que nous nous promenions dans le jardin. Et vous aussi. Juste distrait, ai-je admis. La distraction est la manière dont l'esprit traite ce que le cœur n'est pas prêt à affronter, a dit Eleanor. Quand je n'ai pas répondu, elle a ajouté, quoi qu'il en soit, Warren, souviens-toi que la force n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir comment se relever. J'ai hoché la tête avec gratitude, incapable de former des mots à cause de la gorge serrée. Le week-end s'est déroulé dans un flou de travail de jardinage et de débat interne. Mardi matin, j'ai pris ma décision. J'ai dit à Harold que j'avais besoin de la journée libre pour des affaires personnelles. Prends tout le temps dont tu as besoin, a dit Harold, me serrant fermement l'épaule. Le jardin attendra. J'ai conduit jusqu'au centre-ville de Portland, les fenêtres baissées, laissant l'air frais de l'automne me vider la tête. L'hôtel Riverside était une structure moderne en verre surplombant la rivière Willamette. Je me suis garé dans un parking public et je suis resté dans mon camion pendant près de 20 minutes à rassembler mon courage. À midi précisément, j'ai frappé à la chambre 412. La porte s'est ouverte immédiatement. Jennifer se tenait là, différente de mes souvenirs. Plus mince, avec des mèches grises dans ses cheveux qu'elle colorait auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de ma barbe et de mon apparence patinée. Warren, murmura-t-elle, reculant pour me laisser entrer. La chambre était un hôtel standard, lit king size, bureau, 2 fauteuils près de la fenêtre. Sa valise se tenait soigneusement dans un coin, son parfum familier flottant légèrement dans l'air. Tu as l'air, commença Jennifer, point différent. Moi aussi, ai-je terminé pour elle. Un silence gênant remplit l'espace entre nous. Merci d'être venu, dit-elle finalement, en désignant les fauteuils. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je me suis assis, le dos droit, les mains posées sur mes genoux. Ta lettre ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Je suis désolé, dit Jennifer rapidement. Pas seulement de t'avoir retrouvé, mais pour tout. Pourquoi m'as-tu cherché, ai-je demandé, allant droit au but. Nous savons tous les deux que notre mariage était terminé au moment où j'ai vu ces messages. Le calme de Jennifer se fissura légèrement. Parce que tu as disparu sans un mot. Parce qu'après 29 ans, je méritais au moins un au revoir. Et moi,
Je méritais la fidélité, ai-je rétorqué, ma voix remarquablement calme. On n'obtient pas toujours ce qu'on mérite. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Tu as raison, dit-elle doucement. J'avais juste besoin d'expliquer. Tu as expliqué dans ta lettre, l'interrompis-je. Richard était une distraction. Tu t'ennuyais, tu étais seul. Je n'étais pas assez là. J'ai déjà tout entendu, Jennifer, juste pas à propos de nous. Des larmes remplirent ses yeux. C'est ce que tu penses? Que je cherche des excuses? N'est-ce pas, demandai-je. Non, répondit-elle fermement. Je prends mes responsabilités. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai détruit quelque chose de précieux parce que j'étais faible et égoïste. Sa crue honnêteté m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas la conversation que j'avais répétée dans ma tête. Je ne suis pas là pour des excuses, ai-je dit, observant attentivement Jennifer. Je suis là parce que fuir n'a rien résolu. Nous avons besoin de clarté. Jennifer a hoché la tête, retrouvant visiblement son calme. Emma refuse de me parler, dit-elle doucement. Elle a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais de t'avoir chassé. Je lui parlerai, ai-je répondu. Elle ne devrait pas te blâmer pour mes décisions. C'est généreux de ta part, dit Jennifer, la surprise évidente dans sa voix. Ce n'est pas de la générosité, l'ai-je corrigé. C'est la vérité. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Un lourd silence s'installa entre nous. 29 ans d'histoire partagée réduite à des pauses gênantes et des mots prudents. Es-tu heureux ici? Demanda finalement Jennifer, travaillant comme jardinière. La question aurait pu paraître condescendante de la part de quelqu'un d'autre, mais son ton contenait une curiosité sincère. Je le suis, répondis-je honnêtement. Il y a quelque chose d'honnête à voir les choses pousser grâce à tes efforts. Pas de politique de bureau, pas d'exigence de clients, juste de la terre, des plantes et du temps. Et les Thornton, demanda-t-elle. Arthur les a mentionnés quand mon enquêteur a finalement réussi à le faire parler. De bonnes personnes, dis-je simplement. Ils m'ont donné de l'espace quand j'en avais le plus besoin. Jennifer hocha la tête, puis tendit la main vers son sac à main et en retira une grande enveloppe. J'ai fait rédiger les papiers de divorce, dit-elle, les posant sur la table basse entre nous. Tout est partagé également. La maison est déjà sur le marché. Je fixai l'enveloppe, les émotions tourbillonnant sous mon calme extérieur, la fin officielle de près de 3 décennies passées ensemble réduite à des documents légaux et des signatures. Tu ne contestes rien, demandai-je. Pourquoi le ferais-je, répondit Jennifer. C'est moi qui ai brisé nos vœux, Warren. Je ne vais pas aggraver ça en me battant pour les biens. Sa responsabilité me surprit à nouveau. Ce n'était pas la réaction défensive que j'attendais. Il y a encore une chose, dit Jennifer, sortant une plus petite enveloppe. Emma se marie en juin. Malgré tout, elle veut que tu la conduises à l'hôtel. Ma gorge se serra. Elle est fiancée? À qui? Christopher Matthews. Ils sortent ensemble depuis environ 1 an. Tu l'aimerais. C'est un architecte, stable, il la traite bien. La prise de conscience que j'avais manqué la relation de ma fille me frappa durement. La vie avait continué sans moi. Tu devrais être là aussi, dis-je après un instant. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, elle a besoin de sa mère. Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes. J'ai essayé de lui dire ça. Peut-être qu'elle t'écoutera. J'ai hoché la tête, prenant une note mentale d'appeler Emma bientôt. Certains ponts ne pouvaient pas être brûlés, peu importe la douleur de les traverser. Alors que notre conversation touchait à sa fin, je me suis surpris à étudier le visage de Jennifer, les lignes familières autour de ses yeux, la façon dont elle mettait ses cheveux derrière son oreille quand elle était incertaine. Autrefois, j'aimais ces détails. Maintenant, ils appartenaient à un chapitre de ma vie qui se refermait. Je devrais y aller, dis-je en me levant et en ramassant l'enveloppe des papiers de divorce. Jennifer se leva également, gardant une distance prudente. Je suis désolé, Warren. Pas seulement pour l'aventure, mais pour avoir mis si longtemps à devenir la personne qui pouvait admettre que c'était entièrement de ma faute. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissant ces mots sans offrir un pardon qui n'était pas encore le mien. En me tournant pour partir, je me suis arrêté à la porte. Prends soin de toi, Jennifer, ai-je dit doucement, le sentiment le plus sincère que je pouvais offrir.
Le printemps est arrivé au domaine Thornton dans un déchaînement de couleurs. Des tulipes et des narcisses que j'avais plantés l'automne précédent traversaient le sol vers la lumière du soleil. J'ai trouvé une métaphore dans leur persistance qui ne m'a pas échappé. Fidèle à ma parole, j'ai appelé Emma le lendemain de ma rencontre avec Jennifer. Nous avons parlé pendant près de 2 heures de ses fiançailles, de son travail au cabinet d'avocats environnementaux, et finalement de sa mère. Elle a tout détruit, a dit Emma, la colère évidente dans sa voix. Non, elle a endommagé notre mariage, ai-je corrigé doucement. Mais tu n'es pas un dommage collatéral, Emma. Ne sacrifie pas ta relation avec ta mère à cause de ce qui s'est passé entre nous. Comment peux-tu être si calme à ce sujet, a demandé Emma. Parce que me cramponner à la colère me tuait, ai-je admis. Je suis parti pour trouver la paix, pas pour la punir. Après quelques persuasions, Emma a accepté d'appeler sa mère. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. 2 semaines plus tard, Harold me trouva en train de tailler les rosiers. Le dîner d'anniversaire d'Eleanor, c'est ce soir, me rappela-t-il. Nous t'attendons à 19 h, et nous avons un autre invité que j'aimerais que tu rencontres. J'avais presque oublié. Je serai là, ai-je promis. Ce soir-là, je me suis douché et j'ai enfilé la seule tenue décente que je possédais, un pantalon kaki et une chemise bleue boutonnée que Jennifer m'avait acheté des années auparavant. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je marchais vers la maison principale, une bouteille du vin préféré d'Eleanor à la main. La maison des Thornton était une gracieuse victorienne avec des vérandas enveloppantes et de grandes fenêtres éclairées chaleureusement contre le crépuscule. Eleanor me salua avec sa chaleur habituelle. « Warren, tu es très élégant, dit-elle avec un sourire. Viens rencontrer notre invité. » Dans le salon, une femme examinait les étagères, grande, aux cheveux foncés mêlés d'argent tressés en un simple chignon. Elle se tourna alors que nous entrions, révélant des yeux intelligents et un sourire facile. Elle portait une simple robe noire qui parlait d'élégance plutôt que d'ostentation. « Warren, voici Grace Winters, dit Eleanor, ma nièce de Seattle. Grace, voici Warren Harris, le faiseur de miracles qui a sauvé mes jardins. Enchanté de vous rencontrer, dit Grace en tendant la main. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. De même, répondis-je, me sentant étonnamment gêné. Au dîner, j'appris que Grace était une juge à la retraite enseignant maintenant le droit à l'université de Washington. Elle ne s'était jamais mariée, choisissant sa carrière plutôt que sa famille, une décision dont elle parlait sans excuse ni regret. Son humour sec et sa manière directe m'attiraient, malgré mes réserves. Après le dessert, Harold suggéra un brandy sur le porche. Eleanor s'excusa, invoquant la fatigue, et Harold se souvint mystérieusement d'un appel téléphonique qu'il devait faire, nous laissant, Grace et moi, seuls avec nos verres. Ils ne sont pas très subtils, observa Grace avec amusement. Non, approuvai-je. Eleanor insinue depuis des mois que j'ai besoin de plus de compagnie que des plantes. Et c'est le cas, demanda Grace directement. Je considérais la question honnêtement. Je ne suis pas sûr. Mon divorce n'est même pas encore prononcé. Je ne te propose pas en mariage, Warren, dit Grace avec un sourire qui atteignit ses yeux. Juste une conversation sous les étoiles. On peut commencer par là. Sa franchise me fit rire, le premier rire sincère depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Au cours des mois suivants, Grace et moi avons développé une amitié qui a progressé avec une lenteur délibérée. Nous nous sommes rencontrés pour un café, puis pour un dîner, puis pour de longues promenades dans les jardins que j'entretenais. Elle ne forçait jamais plus que ce que j'étais prêt à donner, et j'appréciais sa patience. Le divorce a été prononcé en avril. Jennifer et moi avons signé les derniers papiers au bureau d'Arthur, les procédures étant amiables et discrètes. En partant, elle m'a brièvement touché le bras. Je l'ai vue la semaine dernière, a dit Jennifer. Elle me donne une autre chance. Je suis content, répondis-je sincèrement. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin de toi aussi, répondit Jennifer. Nous tous. Je l'ai juste réalisé trop tard. J'ai hoché la tête, reconnaissant ces mots sans rouvrir de vieilles blessures. Prends soin de toi, Jennifer. Toi aussi, Warren, dit-elle doucement avant de marcher vers sa voiture qui l'attendait. Je suis resté sur le trottoir, la regardant s'éloigner en voiture, ressentant une curieuse légèreté. La colère qui m'avait jadis consumé s'était estompée en quelque chose de plus doux. Pas le pardon, exactement. Mais l'acceptation.
Nous avions tous deux fait des choix qui nous avaient menés ici. Et maintenant, nous pouvions avancer séparément. Ce soir-là, j'ai invité Grace à dîner au chalet. C'était la première fois que je l'invitais dans mon espace privé. Et la signification ne nous a pas échappé. Tu sembles différent aujourd'hui, observa Grace alors que nous étions assis sur le porche après le dîner, regardant le coucher de soleil peindre les jardins d'or. Le divorce est prononcé, lui dis-je, ce chapitre est officiellement clos. Grace hocha la tête pensivement. Comment ça se sent? Comme de poser un poids lourd que je portais, ai-je admis. Pas encore entièrement confortable. Mes muscles sont encore tendus par l'effort, mais c'est soulageant. Poétique pour un jardinier, dit Grace avec un petit sourire. Les plantes apprennent les cycles, ai-je répondu. Les fins et les commencements. La mort et le renouveau. La main de Grace trouva la mienne dans le crépuscule grandissant. Sa paume était chaude et légèrement calleuse. La main de quelqu'un qui faisait un vrai travail malgré son passé professionnel. Je ne cherche pas à remplacer ce que tu as perdu, dit-elle directement. Ce ne serait juste ni pour l'un ni pour l'autre. Je sais, répondis-je. C'est ce que je respecte chez toi. Tu n'essaies pas de remplir la place de quelqu'un d'autre. Tu crées la tienne. Le baiser qui suivit fut doux, interrogateur, sans exigence. Quand nous nous sommes séparés, les yeux de Grace rencontrèrent les miens avec sa franchise caractéristique. Je n'ai pas besoin de promesses, dit-elle. Juste d'honnêteté. Quoi qu'il arrive entre nous, peux-tu offrir ça? Oui, répondis-je sans hésitation. Ça, je peux le promettre. Plus tard, en retournant à sa voiture, Grace se tourna pour contempler le cottage et les jardins argentés par le clair de lune. Tu as construit quelque chose de beau ici, Warren. En regardant la transformation autour de moi, les parterres ordonnés, les plantes prospères, le cottage paisible, je réalisais qu'elle avait raison. Des cendres de mon ancienne vie, j'avais effectivement créé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Merci, dis-je, le pensant à plusieurs niveaux. Pour avoir vu ça, alors que ses feux arrière disparaissaient dans l'allée, je me tenais dans le jardin tranquille, écoutant les sons de la nuit et me sentant, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, sincèrement plein d'espoir pour demain. Juin arriva avec un temps parfait pour le jour du mariage d'Emma. Je me tenais dans l'antichambre de l'église, ajustant ma cravate, les émotions tourbillonnant sous mon calme extérieur. Dans quelques instants, je conduirais ma fille à l'hôtel, un rôle que j'avais autrefois craint de ne jamais pouvoir jouer. La porte s'ouvrit, et Emma entra dans sa robe de mariée, radieuse et posée. Elle s'arrêta, les yeux grands ouverts. « Papa, dit-elle doucement. Tu es si beau. Et toi, tu es magnifique, répondis-je, la voix rauque d'émotion. Ta mère sera fière. Le sourire d'Emma faiblit légèrement. C'est étrange, de vous avoir tous les deux ici après tout ce qui s'est passé? Non, l'assurai-je. Aujourd'hui n'est pas à propos de nous. C'est à propos de toi, de Christopher et de votre avenir. Je lui tendis le bras, et elle le prit, le serrant avec gratitude. Je suis si contente que tu sois revenu, murmura-t-elle. Quand tu as disparu après l'aventure de maman, j'étais terrifié que nous t'ayons perdu pour toujours. Jamais, promis-je. J'avais besoin de temps, mais tu es ma fille. Rien ne change cela. La cérémonie se déroula dans un flou de musique, de vœux et de fleurs. Jennifer était assise au premier rang, les yeux brillants de larmes. Nous avons échangé des hochements de tête civile, mais avons gardé une distance respectueuse. Le poids de notre histoire est resté, mais il ne menaçait plus de submerger le présent. À la réception, j'ai dansé avec Emma, savourant le moment. Alors que la chanson se terminait, elle m'a embrassé la joue et a murmuré, « J'ai invité Grace. J'espère que ça va. » Avant que je puisse répondre, Emma fut emportée par son nouveau mari. En me retournant, je vis Grace au bord de la piste de danse dans une simple robe bleue, l'air légèrement incertaine, une expression rare pour elle. « Tu es venu, dis-je en l'approchant. »« Ta fille m'a appelé personnellement, » répondit Grace avec un petit sourire. « Elle est très persuasive. Elle tient de son père, plaisantai-je en lui tendant la main. « Danse avec moi. » Alors que nous nous déplacions sur la piste, j'ai surpris Jennifer en train de nous regarder. Elle leva son verre de champagne en un petit salut, et après un moment d'hésitation, j'acquiesçai en reconnaissance. Certaines blessures ne guériraient jamais complètement, mais elles n'avaient plus besoin de nous définir.
Après la réception, Grace et moi nous sommes promenés dans les jardins de l'hôtel, ma main confortablement dans la sienne. Emma m'a invité pour Thanksgiving, mentionna Grace avec désinvolture. Trop tôt. Non, répondis-je après y avoir réfléchi honnêtement. Ça me semble juste. Grace s'arrêta, se tourna pour me faire face. Warren, je dois te demander quelque chose. Est-ce que tu fuis toujours ton passé, ou es-tu prêt à construire un avenir? La franchise de sa question, si caractéristique de Grace, exigeait une honnêteté égale. Quand j'ai disparu après avoir découvert l'aventure, je n'avais jamais prévu de revenir à mon ancienne vie, dis-je lentement. Même quand Jennifer m'a retrouvé, j'ai résisté à me reconnecter à ce passé. Mais maintenant je le vois différemment. Je ne fuis plus. Je choisis chaque jour d'aller de l'avant. Le sourire de Grace valait chaque étape difficile du voyage. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, dit-elle. Plus tard cette nuit-là, regardant Emma et Christopher s'éloigner au milieu d'une pluie de riz et de bons vœux, je ressentis un profond sentiment d'achèvement. L'homme qui avait fui Chicago dans la douleur et la trahison n'était plus le même homme qui se tenait ici maintenant. J'avais beaucoup perdu, mais j'avais gagné quelque chose de peut-être plus précieux. La connaissance que les choses brisées, qu'il s'agisse de jardin ou de cœur, pouvaient être reconstruites avec patience, soin et le courage de recommencer.